En 2021, le chauffeur routier Jake Rollins a disparu quelque part le long de l'Interstate 35 lors d'une livraison de routine entre Tyler, au Texas, et Oklahoma City. Sa famille a signalé sa disparition, mais sans camion ni piste, l'affaire est tombée à l'eau. 2 ans plus tard, les équipes de construction d'un nouvel oléoduc dans une zone rurale du Montana ont fait une découverte bouleversante. Enterré à 4 mètres sous terre, le semi-remorque de Jake reposait intact à l'exception des impacts de balles dans la cabine dans une tombe destinée à le cacher à jamais. Lorsqu'ils ouvrirent enfin le camion, ils découvrirent un secret qui s'étendait sur 5 États, un itinéraire auquel aucun conducteur n'avait survécu. L'appel est arrivé à 6h42, un mardi matin qui a commencé comme tous les autres pour Danny Rollins. Il vérifiait la pression de ses pneus Kenworth devant une aire de repos à Amarillo lorsque son téléphone a vibré contre sa hanche, un numéro inconnu avec un indicatif régional du Montana. Danny a failli l'ignorer, pensant à une autre arnaque à la garantie automatisée. « Oui », répondit-il, la clé toujours à la main. C'est Danny Rollins, a demandé l'agent Lisa Hartwell du département du shérif du comté de Stillwater. « Oui. Je veux que vous vous asseyiez, Monsieur Rollins. On a retrouvé le camion de votre frère. » La clé à molette glissa des doigts de Danny et claqua sur l'asphalte. 2 ans à parcourir tous les itinéraires possibles, à vérifier chaque relais routier, à appeler chaque répartiteur qui aurait pu l'engager pour des courses au noir. La voix de Danny était rauque. Dans la campagne du Montana, à environ 90 km au nord de Billings. Une équipe de construction a percuté le terrain avec une pelleteuse ce matin. Jake est là. Danny s'appuya contre sa caravane pour se soutenir. Le taxi est vide, dit Hartwell. Il y a des impacts de balles ou plusieurs impacts à travers le pare-brise et la portière côté conducteur. Le monde de Danny s'est écroulé. La voix de Jake résonnait dans son souvenir du dernier appel. Juste un petit tour à eau cassée, petit frère. Je reviens jeudi soir. Garde-moi un peu de pain de maïs de maman. Monsieur Rollins, êtes-vous toujours là? Ouais, Danny déglutit difficilement. Que attends-tu de moi? Nous avons besoin que vous veniez identifier le camion. Et Monsieur Rollins, il ne s'agit plus seulement de votre frère. Ce que nous découvrons sur place est bien plus grave qu'un camionneur disparu. 3 heures plus tard, Danny poussait son camion vers le nord sur LI 27, la limitation de vitesse à peine perceptible, tandis qu'il cherchait des réponses enfouies dans la terre du Montana depuis 2 ans. Sa radio CB crépitait de bavardages pris du carburant, inspection d'hôtes mais Danny n'arrivait pas à se concentrer. Le camion de Jake, criblé de trous et enterré comme une preuve, le hantait. Les mots de l'agent Hartwell résonnaient dans sa tête, c'est plus grave qu'un camionneur disparu. Breaker à 1-9, ici Longhorn Danny, à la recherche de conducteurs ayant connu Jake Rollins à Tyler, au Texas. Un Peterbilt blanc a disparu il y a 2 ans sur LI 35. Revenez. Des parasites. Puis une voix rauque, Danny, ici Joe le fumeur. T'as entendu parler de Jake aux infos ce matin. Putain, mon frère. Tu as découvert ce qui lui est arrivé. Je suis encore en train de reconstituer le tout. Tu as déjà entendu parler de Jake transportant des charges jusqu'au Montana, en dehors de ses itinéraires habituels? Négatif. Jake était au Texas et en Oklahoma, peut-être en Louisiane si l'argent le permettait. Je ne l'ai jamais entendu parler d'aller au nord du Kansas. Joe marqua une pause. 6 mois avant la disparition de Jake, j'avais entendu parler de chauffeurs indépendants se faisant écraser par de nouveaux venus à des tarifs trop beaux pour être vrais pour les livraisons urgentes. Les chauffeurs qui prenaient ces chargements ont commencé à se comporter, bizarrement. Comme s'ils étaient nerveux. Danny resserra sa prise sur le micro. Drôle, comment? Ce sont des rumeurs, je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Mais attention à ne pas fouiller dans ce domaine. Quoi qu'il soit arrivé à Jake, ce n'était pas un accident. Et s'ils ont enterré son camion, c'est pour une raison. La transmission s'interrompit dans un bruit parasite. Danny fixait l'autoroute déserte devant lui,
les derniers mots de Jake résonnant encore, juste un petit tour à eau cassée. Dans 8 heures, il aurait des réponses, qu'il soit prêt ou non. Le soleil se couchait derrière les Rocheuses lorsque Danny s'est finalement garé sur le parking en gravier devant le bureau du shérif du comté de Stillwater. Une façade en briques, un drapeau américain flottant au vent, des voitures de patrouille à l'avant. L'agent Hartwell l'a accueilli à l'accueil, la trentaine, les cheveux bruns courts, le regard fatigué, qui en avait trop vu pour quelqu'un de son âge. Monsieur Rollins, merci d'avoir fait le déplacement. Je sais que ce ne doit pas être facile. Je peux le voir? Le camion? Il est toujours sur le chantier, bouclé pendant que l'équipe de la scène de crime examine tout. Mais d'abord, je dois vous montrer une autre découverte. Elle le conduisit dans un couloir étroit jusqu'à une petite salle de conférence. Sur la table se trouvait un sac transparent contenant la radio CB de Jake le Cobra 29 qu'il avait économisé 3 mois pour l'acheter. Nous avons récupéré ceci dans la cabine, a déclaré Hartwell. La dernière transmission a été enregistrée à 23h47 le 15 mars 2021, la nuit de la disparition de votre frère. Les mains de Danny tremblaient tandis qu'il regardait à travers le plastique. Qu'a-t-il dit? Hartwell appuya sur la touche lecture d'un petit magnétophone. La voix de Jake emplit la pièce, tendue et effrayée, « Mayday, Mayday. Ici Jake Rollins dans un Peterbilt blanc sur LIR 35 direction nord. J'ai un problème, il y a quelqu'un dans mon taxi qui ne devrait pas être là. Si quelqu'un n'écoute, dites à mon frère Danny qu'ils m'ont forcé à faire ça. Dites-lui que je suis désolé. Puis, des parasites. Les derniers mots de son frère, emplis de peur et de regret. Quelqu'un avait forcé Jake à faire quelque chose. Mais quoi? Monsieur Rollins, avez-vous une idée de ce que votre frère a pu être contraint de faire? Des ennemis? Des problèmes d'argent? Non, la voix de Danny se brisa. Jake était clean, il n'avait jamais touché à la drogue, il buvait à peine de la bière. Il essayait juste de gagner assez pour s'acheter son propre matos. Nous aurons besoin de vous pour identifier le camion demain matin, dit Hartwell. Mais je dois vous prévenir, ce que nous découvrons sur ce chantier est considérable. Votre frère pourrait être impliqué dans une affaire bien plus grave qu'un simple détournement. Danny passa la nuit dans un motel bon marché près de Billings, les yeux rivés sur un plafond taché d'eau, revoyant la dernière transmission de Jake, il y a quelqu'un dans mon taxi qui ne devrait pas être. Ils m'ont forcé à faire ça. À 6 heures du matin, Hartwell est venu le chercher dans une voiture de patrouille qui sentait le café et l'huile à canon. Ils ont roulé 20 minutes dans des collines vallonnées parsemées de derricks et d'engins de chantier, le genre de pays en pleine expansion où des fortunes se faisaient et se perdaient à chaque fluctuation du prix des matières premières. La compagnie du pipeline s'est montrée très coopérative, a déclaré Hartwell alors qu'il s'engageait sur un chemin de terre. Ils ont fermé tout le tronçon quand nous leur avons fait part de nos découvertes. Le premier aperçu du site de fouille par Danny lui fit un pincement au cœur. Du ruban adhésif de scène de crime flottait autour d'une fosse de la taille d'une piscine, creusée de 4,50 m dans l'argile rouge du Montana. Et là, posé au fond, tel un fossile d'un autre temps, se trouvait le Peterbilt blanc de Jake. De loin, il paraissait presque impeccable, jusqu'à ce que Danny aperçoive le réseau d'impact de balles sur le pare-brise et les déchirures irrégulières dans la portière côté conducteur, là où des balles de gros calibre avaient transpercé l'acier. Jésus-Christ, murmura Danny. Nous avons compté au moins 12 points d'entrée, a déclaré Hartwell. ChatGPT a dit. Son regard était perçant, calculateur, cherchant déjà des angles pour survivre. La voix de Reed était ferme malgré le fusil pointé sur sa poitrine. J'espérais qu'on pourrait parler comme des hommes civilisés. À propos de quoi? Comment tu as donné des étudiants en pâture à de riches psychopathes pour le divertissement? Ce n'est pas si simple. Rien ne l'est jamais. Marcus gardait son fusil pointé sur le centre de gravité de Reed, le doigt sur la détente, la sécurité désactivée. Explique-moi ça. J'ai commencé petit. Une cliente. Une fille qui ne manquerait à personne. Fuir Seattle. Pas de famille,
pas d'amis qui posent des questions. Reed parlait sur le ton de la conversation, comme s'il parlait de la météo ou des conditions de pêche locales. L'argent était trop beau pour être ignoré. 50 000 $ pour un week-end. Plus que ce que je gagnais en un an en travaillant honnêtement. Alors tu as décidé de devenir un kidnappeur professionnel. Les clients voulaient plus, des profils différents. Le réseau s'est développé naturellement. L'offre et la demande. Des principes économiques de base. Marcus sentit la bile lui monter à la gorge. Ma sœur n'était pas une fugitive. Sarah et ses amis étaient des clientes haut de gamme, des étudiantes de bonne famille, intègres, photogéniques. Les clients paient plus cher pour ce genre de qualité. La désinvolture avec laquelle Reed cataloguait sa sœur comme une marchandise donna envie à Marcus d'appuyer sur la gâchette. Combien ? 50 000 $ chacun pour l'acquisition initiale. Ensuite, les frais récurrents de maintenance, les revenus du streaming, les demandes spéciales. Reed désigna d'un signe de tête l'installation informatique dans un coin, plusieurs écrans, des caméras professionnelles, des racks de serveurs ronronnant de ventilateurs. Le dark web paie par spectateur pour le contenu en direct. Les artistes populaires gagnent des sommes à 6 chiffres par an. Les fonctionnalités interactives coûtent plus cher. Marcus se sentait mal. Des fonctionnalités interactives ? Les clients tapent des ordres et observent les sujets suivre les instructions en temps réel. Certains préfèrent les formules de chasse, lâcher les animaux dans les bois, les traquer comme du gibier et filmer le tout. Le modèle économique exige une documentation. Quelque chose se brisa en lui. Marcus frappa Reed de la crosse de son fusil. L'homme s'écrasa sur son établi, ses outils s'éparpillant sur le sol en béton. Le coffre-fort, maintenant, ordonna Marcus. Reed s'essuya le nez en sang et conduisit Marcus vers un panneau caché derrière l'armoire à outils. Ses mains tremblaient tandis qu'il manipulait la combinaison 7419 comme il l'avait promis. À l'intérieur se trouvaient des disques durs externes, des listes de clients imprimés, des registres financiers, des preuves photographiques, le tout rangé dans des dossiers bien rangés. Tout est là, halta Reed en se pinçant le nez. Nom, adresse, relevé de paiement, fichier vidéo. Brûlez tout. Marcus s'empara des disques durs et des documents, les fourra dans son sac tactique suffisamment de preuves pour détruire tout le réseau et envoyer des dizaines de prédateurs en prison fédérale. Une dernière question, la fille de mon ami Brennan, Bethany, que lui est-il arrivé? Le regard de Reed s'assombrit. Elle a tenu 3 jours avec le forfait chasse avancé. Les clients adoraient sa combativité et recevaient des bonus pour les longues séquences de poursuite. Marcus lui a tiré dans le genou. Reed a hurlé et s'est effondré sur l'établi, le sang s'étalant sur le sol. Où est son corps? Crête derrière le complexe principal. Tombe anonyme avec les autres. Peut-être 20, 30 corps au total. Marcus parcourut l'atelier du regard, les caméras qui avaient filmé les souffrances de sa sœur, les trophées de chasse accrochés au mur, pas des cernes ni des wapitis, mais des objets personnels des victimes, bijoux, téléphones, permis de conduire. Il sortit de son gilet une grenade thermite, un incendiaire militaire dont la chaleur pouvait faire fondre l'acier et effacer les preuves. Que fais-tu? Je fais le ménage. Il activa la grenade et la lança dans l'ordinateur. Un feu de magnésium incandescent consuma les serveurs, les écrans et l'infrastructure numérique, fruit d'années d'horreur. Reed tenta de ramper pour échapper aux flammes. Marcus lui attacha les mains dans le dos. Les familles méritent de savoir ce qui est arrivé à leur fille. Il traîna Reed dehors tandis que l'atelier brûlait, les flammes s'élevant dans le ciel nocturne comme des doigts purificateurs. 20 minutes plus tard, les sirènes de la police d'État retentissaient sur la route de montagne, suivies par les véhicules tactiques du FBI et les fourgons des médias, dont les antennes paraboliques se déployaient comme des fleurs mécaniques. Marcus, assis à l'arrière d'une ambulance, regardait les agents fédéraux arrêter ce qui restait du réseau, le shérif Mitchell menotté, Reed sur une civière, en route vers la prison fédérale et une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Sarah le trouva là, enveloppé dans une couverture d'hôpital,
fragile mais vivant. Ses amies Jessica, Claire, Megan se serraient les unes contre les autres, se soutenant mutuellement comme elles le faisaient depuis 2 ans. « Ça va ?» demanda Sarah, assise sur le pare-choc de l'ambulance à côté de lui. Marcus regarda sa sœur, trop maigre, les yeux creux à cause d'un traumatisme qui prendrait des années à guérir, mais respirant, libre, n'étant plus une marchandise dans les affaires malades de quelqu'un d'autre. « Je serai toi », murmura-t-elle en s'appuyant contre son épaule. « Je savais que tu viendrais, même quand il disait que plus personne ne regardait, même quand j'ai voulu abandonner. » Marcus la serra contre lui, sentant sa fragilité d'os d'oiseau contre sa poitrine. « J'ai fait une promesse. »« Quelle promesse ?» demanda-t-elle. « Pour te ramener à la maison. » Au loin, de la fumée s'élevait de l'atelier de Reed. Les flammes consumaient tout, ordinateur, fichiers, l'infrastructure numérique qui avait transformé la souffrance humaine en divertissement pour riches monstres. Mais les disques durs de preuve étaient en sécurité dans le sac de Marcus. Demain, il les remettrait aux procureurs fédéraux qui passeraient des années à traquer chaque client, chaque complice, chaque profiteur du cauchemar de sa sœur. Ce soir, il n'était qu'un frère qui avait tenu parole. L'air de la montagne avait un goût de fumée et de liberté, et la justice était enfin rendue. Sarah Cross rentrait chez elle, et les monstres qui l'avaient enfermée allaient brûler. Marcus se rendit à Pinolo avec son Glock dans la boîte à gants et le dossier de Sarah disparu sur le siège passager. Le dossier en papier craft était épais comme un annuaire, rempli de témoignages, de cartes de recherche et de photos qui lui serraient la poitrine, Sarah riant autour d'un feu de camp, Sarah serrant ses colocataires dans ses bras à la remise des diplômes, le rabat de la tente vide de Sarah flottant dans le vent de la montagne tel un esprit agité. La ville de montagne avait la même apparence qu'il y a 2 ans, lorsqu'il avait passé 3 semaines à fouiller chaque sentier, chaque lit de ruisseau et chaque foutu rocher qui pouvait cacher un corps, des bâtiments usés par le temps avec de la peinture écaillée et des panneaux sculptés à la main, des camionnettes avec des râteliers à fusil et des cannes à pêche, des habitants secouant la tête et marmonnant à propos des enfants de la ville qui ne respectent pas la nature sauvage, et le shérif Mitchell, qui lui avait tapoté l'épaule en lui promettant qu'il continuerait à chercher alors que ses yeux lui disaient que l'affaire était déjà close. Marcus se gara devant le Maguies dîner aux banquettes en vinyle rouge, sol à carreaux, odeur de graisse de bacon incrustée depuis des décennies. Sandy, la serveuse aux yeux fatigués et au sourire bienveillant, leva les yeux lorsqu'il entra. Elle lui avait servi du café tous les matins pendant sa recherche, sans jamais lui faire payer le prix fort. « Marcus Cross, je me souviens de toi. » Elle versa du café sans qu'on lui demande et posa la crème qu'il ne voulait pas utiliser. « Comment vas-tu, chérie ? » « Je m'en sors. » Il serra la tasse dans ses mains, sentant la chaleur s'infiltrer à travers la céramique. « Sandy, tu as entendu parler d'activités sur Birch Creek Road ? » Son sourire s'est estompé. « Birch Creek ? C'est assez isolé. Une vieille maison avec un toit végétal. Quelqu'un a dit avoir vu des signes d'activité récente. » Sandy jeta un coup d'œil vers la cuisine. Ce vieil endroit est vide depuis des années. Les randonneurs l'utilisent quand le temps se gâte. Quelqu'un a vu des voitures ou de la fumée sortir de la cheminée. Elle haussa les épaules et essuya à nouveau le comptoir. Ce que font les gens sur une propriété privée ne me regarde pas. Marcus laissa $5 sur la table et sortit. L'air de la montagne était âcre, chargé de pin et de vieille neige, suffisamment léger pour lui rappeler sa hauteur. Une voix rauque l'arrêta près de son camion. « Tu poses la mauvaise question, mon fils. » Marcus se retourna. Un homme d'un certain âge était adossé à un pick-up rouillé, les bras croisés, le regard perçant malgré sa barbe grise et sa chemise de flanelle usée ou une silhouette imposante, adoucie par l'âge, mais suffisamment souple pour vous briser les côtes si on la pousse trop fort. « Et toi ? » Tommy Brennan, répondit l'homme. « J'ai entendu dire que quelqu'un te cherchait. » Marcus l'observa. Brennan ressemblait à tous les policiers à la retraite, les épaules voûtées par le poids, les yeux qui avaient trop vu, les mains toujours prêtes même détendues. « Danny, ton frère parle d'autres conducteurs et dit que la police est impliquée. As-tu une idée de qui il parlait ? » « Non,
Mais je vais le découvrir. La voix de Danny était d'acier. Jake est mort en essayant d'obtenir des preuves. Le moins que je puisse faire, c'est de finir ce qu'il a commencé. L'inquiétude monta sur le visage de Hartwell. Ce n'est pas l'affaire d'un seul homme. Si des policiers corrompus sont impliqués, vous pourriez tomber dans un piège. Alors, aide-moi, dit Danny. Tu as trouvé le camion de Jake. Tu sais qu'il y a un trafic de drogue qui utilise des camionneurs comme mules. Qu'est-ce que tu vas faire? Avant que Hartwell puisse répondre, sa radio grésilla. La voix d'un répartiteur emplit la pièce. À toutes les unités, nous avons un problème sur le chantier de fouilles. L'équipe de construction a trouvé un autre véhicule et a demandé du renfort sur la scène de crime et le médecin légiste. Hartwell prit ses clés. Tommy, fais des copies de ces enregistrements. Danny, tu viens avec moi. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Demanda Danny alors qu'il se précipitait vers le parking. Je ne sais pas, dit Hartwell. Mais si ton frère avait raison à propos des disparitions d'autres conducteurs, on va bientôt découvrir jusqu'où va vraiment ce truc. Ils retournèrent au site de fouille en silence, l'esprit de Danny repensant aux derniers mots de Jake, tu les feras payer pour ce qu'ils ont fait à tous ces autres conducteurs. C'est exactement ce qu'il avait l'intention de faire. Le site de fouille ressemblait à une scène de crime en zone de guerre. 3 autres voitures de patrouille étaient arrivées, accompagnées de la camionnette du coroner du comté et d'un camion transportant du matériel de fouille supplémentaire. Un ruban jaune entourait désormais une zone 2 fois plus grande que celle que Danny avait vue le matin même. L'agent Hartwell franchit le périmètre, Danny la suivant de près. L'équipe de construction se tenait en groupe serré près de son matériel, casque à la main, le visage blême sous le choc. « Que avons-nous » a crié Hartwell au technicien de la scène de crime, Rodriguez. 2 autres véhicules pour l'instant, répondit Rodriguez en désignant la fosse agrandie. Un pick-up on dirait qu'il est là depuis 3 ans et une berline plus ancienne, peut-être 5 ans, enterrée. Danny jeta un coup d'œil dans l'excavation. Le Peterbilt de Jake ne ressemblait plus qu'à une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Le pick-up était coincé contre la paroi du fond de la fosse, sa benne remplie de blocs de béton. La berline était à peine visible, seul un coin de son toit dépassant de l'argile. Un signe de... commença Hartwell. Oui, dit Rodriguez d'un ton sombre. Des restes squelettiques dans les 2 véhicules. Le coroner est en route pour officialiser l'affaire, mais nous sommes en présence de plusieurs homicides. Un malaise s'empara de Danny. La voix de Jake résonna dans sa mémoire, tu leur fais payer ce qu'ils ont fait à tous ces autres conducteurs. C'est ici qu'ils se débarrassaient de tous ceux qui refusaient de coopérer, a expliqué Danny. Les camionneurs qui refusaient étaient enterrés avec leurs camions. Hartwell hocha la tête. Et il n'était pas le premier à dire non. Un cri provenant du fond de la fosse les interrompit. L'un des opérateurs de l'excavatrice agitait frénétiquement la main vers quelque chose près de l'usine de drogue enfouie. On a encore du béton ici, a lancé l'opérateur. On dirait une fondation entière. Cet endroit était plus grand que prévu. Hartwell et Danny descendirent dans la fosse. L'usine de traitement de drogue qu'ils avaient découverte la veille se révélait bien plus vaste. Ce qui ressemblait à un petit hangar faisait en réalité partie d'un complexe souterrain qui s'étendait sur plusieurs centaines de mètres carrés. Mon Dieu, souffla Hartwell. Ils ont construit tout un centre de distribution ici. Danny étudia les fondations en béton apparent. Un emplacement isolé, un accès aux grands axes routiers, une taille suffisante pour supporter un poids important. Ce n'était pas une petite opération. Et quand ils en ont eu fini, ils ont tout enterré, a ajouté Hartwell. Camions, corps, équipements, ils ont tout fait disparaître comme si ça n'avait jamais existé. Le coroner, un homme aux cheveux gris nommé Dr Peterson, sortit de l'examen de la camionnette. Son expression était sombre. Victime de sexe masculin, d'environ 25 à 35 ans selon la structure osseuse. Une seule blessure par balle à l'arrière du crâne, comparable à une exécution. Le véhicule est là depuis au moins 3 ans, peut-être 4. Il s'approcha de la berline.
Victime féminine, tranche d'âge similaire, également blessée par balle, mais au thorax. Celle-ci est plus âgée, j'estime qu'elle a au moins 5 ans. Les poings de Danny se serrèrent. Ils tuèrent tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin, hommes, femmes, peu importe. Danny Hartwell dit doucement, si cette opération a duré 5 ans ou plus et qu'ils forçaient les camionneurs à transporter de la drogue, où pensez-vous qu'ils ont trouvé leur chauffeur? L'insinuation a frappé Danny comme un coup de poing dans le ventre. Les relais routiers. Il repérait les chauffeurs indépendants, des types qui avaient besoin d'argent, des types dont on ne se rendrait pas compte immédiatement s'ils disparaissaient. Et si un chauffeur refusait ou tentait de dénoncer l'opération, il finissait enterré avec son camion. Danny observait les fouilles, imaginant combien d'autres véhicules pouvaient être cachés sous l'argile du Montana. Hartwell, il faut vérifier les rapports de disparition. Tous les camionneurs disparus dans la région ces 5 dernières années. Je m'en occupe déjà. J'ai des appels dans 4 États. Le docteur Peterson descendit de la berline en secouant la tête. Il y a autre chose ici. On dirait un espace de stockage séparé de l'usine de traitement. C'était peut-être un bureau ou une salle d'archives. Il les conduisit vers une section des fondations où des blocs de béton formaient un petit espace clos. L'équipe de construction l'avait partiellement dégagé, révélant des classeurs métalliques et des conteneurs de stockage étanches. S'ils ont conservé des traces de leurs opérations, a déclaré Hartwell. Facture, horaire de livraison, informations sur les chauffeurs, nous aurions tout ce qu'il faut pour identifier leur réseau, conclut Danny. Rodriguez préparait déjà le matériel pour extraire les conteneurs en toute sécurité. Cela va prendre quelques heures. Nous devons tout documenter avant de les déplacer. Le téléphone de Danny vibra. Numéro inconnu, indicatif régional du Texas. Danny Rollins, répondit-il. Danny, c'est Joe le fumeur d'hier. Écoute, je me suis renseigné sur ton frère et j'ai des informations que tu devrais entendre. Vas-y, Joe. Il y a un chauffeur nommé Carlos Mendez qui transporte des marchandises entre Houston et Denver. Il dit qu'il y a environ 6 mois, un type l'a abordé au Flying J d'Amarillo, même affaire que ton frère a mentionné. De l'argent facile pour une livraison simple, mais avec un peu de frais supplémentaires, sans poser de questions. Le pouls de Danny s'accéléra. Que s'est-il passé? Carlos a pris peur et a refusé. Mais voilà le problème, le type qui l'a abordé portait un badge. Shérif local, quelque part dans le nord. Carlos se souvient du nom car il était peint sur sa voiture de patrouille, Brennan. Danny faillit lâcher le téléphone. Un shérif corrompu, comme Jake l'avait enregistré. Joe, Carlos a-t-il un prénom? Une description? Grand gaillard, peut-être 50, 55 ans. Le visage rouge comme s'il avait trop bu. Et, Danny, Carlos dit que ce Brennan savait des choses sur lui, où il habitait, où allaient ses enfants à l'école, comme s'il l'avait observé. Où puis-je trouver Carlos? C'est ça le problème, Danny. Carlos n'a pas été vu depuis 3 mois. Son répartiteur dit qu'il a emmené un chargement au Colorado sans jamais se signaler. Sa femme est morte de trouille, elle a appelé tous les relais routiers entre Houston et Denver. Le sang de Danny se glaça. Un autre conducteur disparu. Une autre famille détruite. Joe, si tu entends autre chose, je le ferai. Mais Danny, fais attention à toi. Si ce Brennan est un flic corrompu, il a des ressources. Il peut faire disparaître les problèmes. La ligne fut coupée. Danny fixa son téléphone tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient, un shérif corrompu nommé Brennan, des conducteurs disparus qui refusaient de coopérer, un trafic de drogue qui enfouissait ses preuves si profondément qu'il fallut un oléoduc pour les découvrir. Jake avait raison sur toute la ligne. Et maintenant, Danny avait un nom pour son badge, le shérif Brennan allait recevoir la visite d'un frère très en colère. Danny passa les 2 heures suivantes à observer les techniciens de la scène de crime extraire des documents gorgés d'eau des conteneurs de stockage enterrés. La plupart des documents étaient trop abîmés pour être lus, mais quelques documents avaient survécu aux années passées sous terre, des registres sous plastique,
des permis de conduire plastifiés et un coffre-fort métallique qui avait gardé son contenu au sec. L'agent Hartwell étala les permis récupérés sur une table pliante. Danny eut un pincement au cœur en les comptant. 15 permis différents, provenant de 12 États différents, tous appartenant à des chauffeurs routiers disparus au cours des 5 dernières années. Carlos Mendes, dit Hartwell, brandissant un permis de conduire de Houston. Porté disparu depuis 3 mois, comme l'a indiqué votre contact. Maria Santos, Dallas, propriétaire exploitante indépendante. Il regarda la photo, une femme d'une trentaine d'années, le regard bienveillant et le sourire déterminé. Quand a-t-elle disparu? D'après le rapport de disparition, il y a environ 18 mois. Elle avait quitté Dallas avec un chargement à destination d'Albuquerque et n'était jamais arrivée. Les registres révélaient une histoire encore plus sombre. Des écritures manuscrites en espagnol et en anglais documentaient les expéditions de drogue, les itinéraires de livraison et les affectations des chauffeurs. Certaines entrées étaient marquées d'un simple « X » à côté du nom du chauffeur, une mention pour ceux qui n'avaient pas coopéré. C'est la preuve d'une opération de grande envergure, a déclaré Hartwell en photographiant chaque page. Un trafic de drogue dans plusieurs États utilisant des camionneurs légitimes comme mules involontaires. Et regardez ça. Elle a pointé du doigt une section intitulée « Frais de protection », avec les paiements mensuels versés à divers organismes chargés de l'application de la loi. Le paiement récurrent le plus important était intitulé « Département Béchiffé, 25 000 $ par mois ». 25 000 $ par mois au shérif Brennan, dit Danny. Pas étonnant qu'ils aient opéré pendant des années sans se faire prendre. La radio de Hartwell grésilla. Hartwell, ici le central. Vous avez reçu un appel du bureau du FBI à Billings. L'agent demande une prise de contact immédiate concernant vos fouilles. Les fédéraux interviennent. C'est une bonne chose, a déclaré Hartwell. Nous allons avoir besoin de ressources pour démanteler une opération de cette ampleur. Mais Danny étudiait les écritures comptables plus attentivement. Hartwell, regarde les dates de ces paiements de protection. La dernière écriture date d'il y a 2 mois. Donc, cette opération est toujours en cours. Ils n'ont pas fermé en enterrant le camion de Jake, ils ont juste déménagé. Avant que Hartwell puisse répondre, son téléphone sonna. Elle répondit avec son ton professionnel habituel, mais Danny vit son expression se transformer en inquiétude. Quand? Il y a combien de temps, murmura-t-elle en attrapant un stylo et en prenant des notes. On arrive tout de suite. Elle raccrocha et se tourna vers Danny, le visage blême. C'était le bureau du shérif Brennan. Quelqu'un s'est introduit dans le casier à preuve du tribunal hier soir et a volé des dossiers relatifs à des affaires de disparition. Le sang de Danny se glaça. Il sait qu'on a trouvé le lieu de sépulture. C'est pire, continua Hartwell. Le répartiteur dit que le shérif Brennan a quitté la ville ce matin pour affaires personnelles. Aucune date de retour n'a été communiquée. Il est en fuite ou en train de régler les derniers détails. Hartwell prit ses clés. Danny, tu dois rester ici avec l'équipe de la scène de crime. Si Brennan est impliqué dans cette opération, je ne peux pas prendre le risque de te mettre en danger. Je vais rester ici, c'est sûr, rétorqua Danny. Jake est mort en essayant de démasquer ces gens. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'il brouille les pistes. Hartwell observa son visage un long moment. Tu n'es pas flic, Danny. Tu n'as pas de formation pour ce genre de situation. Mais je connais le camionnage, je connais les itinéraires, les arrêts, la façon de penser des chauffeurs. Tu as besoin de moi. D'accord, dit-il, mais suis-moi et fais exactement ce que je te dis. Un faux pas et on pourrait finir tous les deux dans un autre trou. Ils retournèrent vers Billings, tandis que Hartwell coordonnait les communications radio avec la police d'État et le FBI. Danny contemplait par la fenêtre le paysage vallonné du Montana, imaginant Jake emprunter le même itinéraire 2 ans plus tôt, une arme pointée sur la tempe. Il y a quelque chose qui me tracasse, dit Danny alors qu'il prenait l'autoroute. Comment ça? Jake a disparu en mars 2021, mais d'après ses registres,
le trafic de drogue était toujours en activité il y a au moins 2 mois. S'ils ont tué Jake pour qu'il les dénonce, pourquoi n'ont-ils pas tout fermé immédiatement? Hartwell réfléchit à la question. Peut-être pensaient-ils avoir éliminé la menace. Peut-être que Jake n'a pas eu le temps de contacter qui que ce soit avant d'être tué. Ou peut-être qu'il a contacté quelqu'un, et que cette personne est restée silencieuse. Que veux-tu dire? Les pensées de Danny s'emballèrent. Jake était malin. S'il avait su qu'il était en danger, il aurait essayé de transmettre des informations à quelqu'un en qui il avait confiance, un membre des forces de l'ordre. Mais tu as dit qu'il ne connaissait aucun policier. Non, mais les routiers ont affaire aux agents du DOT, aux policiers d'État et à la police locale en permanence. Si Jake avait des preuves d'un trafic de drogue, il aurait peut-être essayé de les transmettre avant qu'il ne le tue. La radio de Hartwell crépitait, signalant une transmission à toutes les unités, avis de recherche pour le shérif Cole Brennan, homme blanc de 52 ans, vu pour la dernière fois au volant d'un F-150 bleu foncé, immatriculé au Montana, Charlie Delta 7492. Considéré comme armé et dangereux. Voilà notre confirmation, dit Hartwell. Brennan est officiellement en fuite. Le téléphone de Danny vibra avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Arrête de creuser ou tu rejoindras ton frère. Il montra le message à Hartwell. Sa mâchoire se crispa. Il nous surveille. Probablement depuis votre arrivée dans le Montana. Bien, dit Danny, la surprenant. Qu'ils regardent. Ils feront peut-être une erreur. Danny, ces gens ont tué au moins 15 conducteurs que nous connaissons. Ils n'hésiteront pas à nous tuer si nous nous approchons trop près. Alors nous ferions mieux de nous assurer de les obtenir en premier. Le téléphone de Hartwell sonna de nouveau. La conversation fut brève et tendue. Lorsqu'elle raccrocha, son expression était sombre. C'était le FBI. Ils ont intercepté des conversations radio concernant un convoi de camions se dirigeant vers le nord, en direction de la frontière canadienne, plusieurs véhicules, escortés par une lourde escorte. Il pourrait s'agir de l'opération de relocalisation. Ou autoroute 2 près du parc national des glaciers. Isolé, avec de nombreuses routes secondaires, on peut facilement se perdre dans la nature. Danny regarda l'horloge sur le tableau de bord. À quelle distance? 3 heures si on insiste. Alors allons-y. S'ils déplacent l'opération, c'est peut-être notre seule chance de les attraper à découvert. Hartwell hésita. Danny, si on a raison, on parle de trafiquants de drogue armés qui n'ont rien à perdre. Ce n'est pas indifférent de relais routiers qu'on peut régler à coups de poing. Je sais, dit-il doucement. Mais Jake est mort en essayant d'arrêter ces gens. Je ne vais pas laisser sa mort être vaine. Hartwell étudia son expression déterminée, puis enclencha les sirènes et accéléra à fond. D'accord, mais on appelle des renforts à chaque étape. Et, Danny, quand on retrouvera ces salauds, tu laisseras la police s'en occuper. Danny hocha la tête, même si ses poings étaient déjà serrés. La justice avait trahi Jake 2 ans auparavant. Cette fois, Danny allait faire en sorte que justice soit rendue. Le convoi se trouvait exactement là où le FBI avait dit qu'il serait, une ligne de 6 semi-remorques escortées par 2 camionnettes se déplaçant vers le nord sur l'autoroute 2 comme un cortège funèbre. Danny et Hartwell observaient depuis une crête surplombant la route, leurs jumelles pointées sur les véhicules rampant à travers les cols de montagne en contrebas. C'est une puissance de feu considérable pour une simple opération de trafic de drogue, murmura Hartwell en comptant les hommes armés visibles dans les bennes des pick-up. Danny observa le camion de tête avec ses jumelles. Ce ne sont pas des conducteurs au hasard. Regardez comme ils roulent serrés, espacement parfait, vitesse coordonnée. Ces types ont déjà fait ça. Le FBI a déployé des unités pour bloquer l'autoroute aux 2 extrémités, dit Hartwell en consultant sa radio. Les patrouilles frontalières se coordonnent depuis le nord. On devrait les avoir encerclés d'ici 1 heure. Mais Danny était concentré sur autre chose, le dernier camion du convoi. Contrairement aux autres, qui ressemblaient à des camions de transport de marchandises classiques, celui-ci avait été modifié,
pare-chocs renforcés, antennes supplémentaires et vitres trop sombres pour voir à travers. Hartwell, ce camion arrière. Il ne transporte pas de marchandises. Elle pointa ses jumelles vers le véhicule. Centre de commandement mobile. Il dirige l'opération depuis ce camion. Ce qui veut dire, dit Danny, que si nous voulons des réponses sur ce qui est arrivé à Jake, nous devons récupérer ce camion intact. Hartwell termina sa transmission radio. Je vais demander au FBI de se concentrer sur l'interception du véhicule de commandement. Tandis que Hartwell coordonnait ses actions avec les agents fédéraux, Danny surveillait le convoi. Quelque chose le dérangeait dans leur façon de se déplacer, trop organisée, trop calme pour des gens qui savaient que les forces de l'ordre se rapprochaient. Ils savent que nous avons trouvé le lieu de sépulture. Ils savent que Brennan a trahi sa couverture. Pourquoi prendraient-ils le risque de déplacer toute leur opération en plein jour sur une grande autoroute? Hartwell baissa le volume de sa radio. Tu crois qu'ils veulent qu'on les suive? Je pense qu'ils nous éloignent de quelque chose de plus important. Avant que Hartwell puisse répondre, le convoi en contrebas changea soudain de direction. Au lieu de continuer vers le nord en direction de la frontière, les camions ont tourné vers l'est sur une autoroute plus petite qui s'enfonçait plus profondément dans les montagnes. Ce n'est pas la route pour le Canada, dit Hartwell. Le téléphone de Danny vibra, accompagné d'un autre texto, ton frère t'a supplié de le laisser en vie. Tu le feras aussi. Cette fois, il y avait une pièce jointe, une photo granuleuse qui glaça le sang de Danny. On y voyait Jake à genoux dans ce qui ressemblait à une pièce en béton, les mains attachées dans le dos, un pistolet pointé sur la nuque. Fils de pute, murmura Danny. Il ne fuit pas. Il nous mène là où ils ont tué Jake. Hartwell vit la photo et saisit aussitôt sa radio. À toutes les unités, abandonnez la poursuite. Je répète, abandonnez la poursuite. Nous avons des raisons de croire qu'il s'agit d'un piège. Mais la radio grésillait. Puis une voix que Danny reconnaissait grâce aux enregistrements de Jake, le ton froid et autoritaire qui avait menacé sa famille. Trop tard, agent Hartwell. Vous êtes le frère. Vous suivez les camions. Vous venez seul. Pas de renfort. Pas de FBI. Où on commence à tuer les conducteurs que nous retenons. La transmission se coupa. Il brouille nos communications, dit Hartwell en essayant plusieurs fréquences. Danny fixait le convoi qui disparaissait dans les montagnes. Combien de conducteurs pensez-vous qu'ils ont pris au fil des ans? D'après ce que nous avons trouvé sur le site funéraire, il pourrait être des dizaines. Danny, on ne peut pas y aller seul. C'est du suicide. Peut-être, mais si nous attendons des renforts, ces otages sont morts. Hartwell observa la route de montagne empruntée par le convoi. Il y a une vieille ville minière là-haut, Silver Creek. Abandonnée depuis des décennies, mais les routes sont encore praticables. Un endroit parfait pour détenir des prisonniers, dit Danny. Isolé, sans réseau, avec une seule entrée et une seule sortie, c'est aussi un endroit idéal pour une embuscade. Danny pensait au dernier enregistrement de Jake, la voix de son frère se brisant alors qu'il essayait de laisser des preuves derrière lui, vous les faites payer pour ce qu'ils ont fait à tous ces autres conducteurs. Hartwell, et si on ne les suivait pas directement? Tu connais la région mieux que moi. Y a-t-il d'autres routes pour Silver Creek? Ce sont de vieilles routes minières, mais elles sont accidentées. Uniquement en 4x4, et elles allongent le trajet d'au moins 1 heure. Mais ils ne s'attendent peut-être pas à ce que nous prenions cette direction. Hartwell réfléchit. C'est risqué. Si on reste coincé là-haut, personne ne nous trouvera avant des jours. Et si on n'essaie pas, ces otages finiront enterrés dans un autre trou. Elle prit sa décision. Il y a une route minière à une quinzaine de kilomètres à l'est. Elle n'est pas sur la plupart des cartes, mais elle rejoint la région de Silver Creek. Il va falloir faire demi-tour et s'y rendre par une autre direction. Ils remontèrent dans la voiture de patrouille et se dirigèrent vers l'est, s'éloignant de la route du convoi. Tout en conduisant, Danny repensait sans cesse à la photo sur son téléphone, Jake à genoux, terrifié mais toujours déterminé.
Ils l'ont maintenu en vie un moment, dit Danny doucement. Sur cette photo, on dirait qu'il a été battu, mais il se débattait encore. Ils ne l'ont pas exécuté immédiatement. Peut-être cherchait-il à lui soutirer des informations, à savoir à qui d'autre il avait pu parler de l'opération. Ou peut-être l'utilisait-il comme moyen de pression contre les autres conducteurs, coopérer ou finir comme Jake Rollins. La route minière était tout à fait conforme aux prévisions d'Hartwell, à peine 2 traces de pneus creusés dans la montagne, avec des dénivelés qui donnaient des vertiges à Danny. Mais elle les menait exactement là où il devait aller, en approchant Silver Creek par le côté aveugle. En montant, Danny aperçut la ville minière abandonnée à travers les arbres, un ensemble de bâtiments décrépits par le temps, regroupés autour de ce qui avait été une ancienne usine, reliée par un réseau de chemins de terre et de matériel minier rouillé. Les 6 camions du convoi étaient garés parmi les bâtiments abandonnés. « Ils sont là », dit Hartwell en se garant derrière un bosquet de pins. « Et maintenant ?» Danny scruta la ville aux jumelles. « Je compte au moins une douzaine d'hommes armés. Ils ont posté des gardes sur les routes principales, mais ils ne surveillent pas les sentiers miniers, car ils ne s'attendent pas à ce que quelqu'un soit assez stupide pour monter par derrière. Parfois, la bêtise est la seule chose qui fonctionne. » Hartwell vérifia son arme et ses munitions de rechange. « Si on fait ça, on le fait intelligemment. On entre, on localise les otages et on ressort. Pas d'héroïsme. » Danny hocha la tête, mais ses yeux étaient fixés sur le plus grand bâtiment de la ville, un ancien bureau minier transformé en une sorte de centre de commandement. Des véhicules allaient et venaient, des gardes armés à chaque entrée. Si Jake est encore en vie, c'est là qu'ils le retiennent. Et s'il ne l'est plus, c'est là que je trouverai les responsables de sa mort. L'approche prit plus d'1 heure, rampant à travers des puits abandonnés et des machines rouillées qui créaient un labyrinthe de cachettes. Les genoux de Danny étaient écorchés à force de ramper sur des rochers pointus, mais la douleur le maintenait concentré. Hartwell se déplaçait comme elle l'avait déjà fait, utilisant des signes de la main et se tenant basse tandis qu'il progressait vers le bureau reconverti. Là, murmura Hartwell en désignant un quai de chargement derrière le bâtiment principal. Il n'y a qu'un seul garde à cette porte, et il fume au lieu de regarder. Danny étudia la disposition. Et les véhicules ? Si on trouve des otages, il faudra trouver un moyen de les faire sortir. Ces pick-up près du moulin, les clés sont probablement à l'intérieur. Ces types ne s'attendent pas à avoir besoin d'une fuite rapide. Ils attendirent que le garde fumant fasse le tour du coin, puis traversèrent le terrain découvert en courant jusqu'au quai de chargement. Le cœur de Danny battait fort tandis qu'il se pressait contre le mur de béton, attendant de voir si quelqu'un les avait repérés. Le silence régnait, à l'exception du vent qui sifflait à travers les équipements rouillés. Hartwell essaya la poignée de la porte, elle était verrouillée, mais le cadre en bois était pourri. Quelques coups de pied plus tard, elle céda dans un craquement fracassant qui résonna comme le tonnerre dans l'air de la montagne. Ils se figèrent, les armes prêtes, mais aucune alarme ne retentit à l'intérieur. L'intérieur avait été transformé en prison improvisée, des chaînes boulonnées au mur, des sols en béton tachés de choses auxquelles Danny refusait de penser, et une odeur de peur et de désespoir qui lui retournait l'estomac. Mais la zone de détention était vide. « Où sont-ils » murmura Danny. Hartwell désigna des traces de pneus fraîches dans la poussière déplacée récemment, peut-être quand ils nous ont vus suivre le convoi. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le bâtiment, inspectant chaque pièce, des bureaux transformés en quartiers pour les gardes, une salle de communication avec du matériel radio et des cartes indiquant les itinéraires des camions à travers 5 États, et, au fond, une pièce qui glaça Danny. Effets personnels au portefeuille, permis de conduire, photos de famille, alliances, tout était rangé dans des bacs en plastique, comme un inventaire dans un entrepôt. Danny reconnut immédiatement le portefeuille de Jake, le cuir était craquelé par des années d'écriture dans sa poche arrière. « Mon Dieu » souffla Hartwell. « Combien de personnes ont-ils tué » Danny ouvrit le portefeuille d'une main tremblante. Tout y était encore, le permis de conduire de Jake, ses cartes de crédit, pliées derrière eux, une photo de famille prise à Noël 3 ans plus tôt, Jake, Danny et leur mère autour du sapin, tout le monde souriant. « Ils gardaient des trophées » dit Danny, la voix rauque de colère.
Une porte claqua quelque part dans le bâtiment. Des pas se rapprochaient et résonnèrent contre les murs de béton. Hartwell attrapa Danny par le bras et le tira vers une sortie latérale, mais il était trop tard. 3 hommes armés tournèrent au coin de la rue, armes au poing. « Tiens, tiens » dit le chef à un homme maigre aux yeux éteints et au tatouage de prison sur le cou. On dirait que le frère est venu pour une réunion de famille. Danny reconnut la voix des enregistrements de Jake, celle qui avait menacé leur mère, qui avait forcé Jake à se lancer dans le trafic de drogue. « Où est-il » demanda Danny. « Où est Jake » L'homme rit. « Tu crois vraiment que ton frère respire encore après 2 ans ? La photo ? Ce vieux truc ? Bon sang, on a pris cette photo il y a 2 ans, juste avant de lui tirer une balle dans la tête. Mais c'est pratique dans ce genre de situation. » La rage explosa dans la poitrine de Danny. Il se jeta en avant, mais l'un des hommes armés s'interposa, lui enfonçant la crosse de son fusil dans les côtes. Danny s'écroula brutalement, à bout de souffle. « Doucement, héros, » dit le chef. « Tu vas avoir ta chance de rejoindre ton frère. Mais d'abord, nous avons quelques questions. Qui d'autre est au courant de notre opération? À combien de policiers tu as parlé? Combien de preuves tu as ?» Hartwell gardait son arme pointée sur le groupe, mais elle était en infériorité numérique et en infériorité numérique. Le FBI sait tout. Si vous nous tuez, ils détruiront cette montagne à votre recherche. Le FBI traque des fantômes sur l'autoroute en ce moment. Le temps qu'ils comprennent que nous les avons menés sur la mauvaise voie, nous serons partis depuis longtemps, nouveau lieu, nouvelle opération, nouveau camion pour transporter notre marchandise. Le chef fit signe à ses hommes, emmenez-les à la salle de traitement. Nous aurons des réponses d'une manière ou d'une autre. Ils furent conduits, armes à feu à la main, vers un autre bâtiment, équipé d'équipements industriels qui n'avaient rien à voir avec l'exploitation minière, machines de traitement de la drogue, balances, matériaux d'emballage et, au centre de la pièce, une chaise métallique avec des attaches. Son frère arrivait, et il apportait la guerre avec lui. L'air de la montagne avait un goût de pain, de vieille neige et la promesse de violence. Marcus appuya sur l'accélérateur et s'enfonça dans l'obscurité. La route de service serpentait à travers la montagne telle une colonne vertébrale brisée, conçue par quelqu'un qui détestait les voitures. Marcus conduisait sans phare, suivant les traces de pneus dans le clair de lune qui filtrait à travers la canopée des pins. Son camion rebondissait sur des rochers et des troncs d'arbres qui auraient immobilisé un véhicule normal, la suspension grinçant à chaque impact. Son entraînement militaire lui avait appris à conduire sur des terrains plus difficiles sous le feu ennemi, ce n'était que des routes de montagne avec la violence au bout. La radio de son siège passager était animée par des conversations professionnelles, périmètre sécurisé. Aucun mouvement sur la route d'accès principale. Transport du colis terminé. Les 4 sujets sont sécurisés dans le bâtiment 7. Les clients arrivent dans 20 minutes. Prêt pour le final? Des clients. Marcus serra les mâchoires à en casser les dents. Des riches venus voir sa sœur mourir comme dans un café-théâtre. La route s'aplanissait près de la crête, les arbres s'éclaircissant pour révéler la vallée en contrebas. À travers les trous de la canopée, Marcus pouvait apercevoir les lumières du complexe minier se répandre sur le terrain dégagé, telle une constellation maléfique. Une organisation professionnelle, bien financée. Il ne s'agissait pas d'une opération isolée dirigée par des psychopathes locaux. Garé derrière un amas de rochers qui dissimulait son camion aux regards indiscrets, Marcus prit son équipement. Le fusil lui semblait solide, la lunette bien réglée, les chargeurs suffisamment chargés pour déclencher une petite guerre. Le complexe s'étendait au fond de la vallée telle une base militaire, un bâtiment principal au centre, des structures plus petites éparpillées comme des satellites. Des projecteurs sur poteaux créaient des flaques de lumière blanche crue. 2 gardes patrouillaient avec l'efficacité disciplinée d'un professionnel de la sécurité. Marcus scrutait le complexe à la lunette de son fusil, comptant les cibles et notant les positions défensives. Le bâtiment 7 se trouvait à l'autre bout, séparé des autres par environ 200 mètres. Un seul garde était posté à l'extérieur, son fusil en bandoulière, nonchalamment mais prêt à intervenir. C'est là qu'il gardait Sarah.
Sa radio grésilla. « Brennan, tu es en position ?» Marcus appuya sur le micro. « Bien reçu. On regarde le bâtiment ciblé, on compte 6 ennemis, peut-être plus à l'intérieur. Je suis posté sur la route principale. Donne-moi 5 minutes pour attirer leur attention. Quel est le plan ? Je vais illuminer leur portail comme le 4 juillet. Quand ils viendront t'enquêter, tu te dirigeras vers le bâtiment 7. Bien reçu. Marcus vérifia à nouveau son fusil, comptant les munitions, 4 chargeurs, 120 cartouches au total, ce qui devrait suffire pour tout ce qu'il pourrait trouver. Mieux vaut que ce soit suffisant. À travers la lunette, il observa les véhicules arriver à l'entrée principale, des voitures de luxe, des SUV noirs aux vitres teintées qui reflétaient l'argent et le pouvoir. Les clients venus assister au meurtre de 4 étudiantes pour le plaisir. Son doigt toucha la détente et s'imagina tirer des balles dans ses pare-brises. Mais cela aurait ruiné l'effet de surprise et tué Sarah avant qu'il puisse l'atteindre. La discipline militaire prime sur la vengeance personnelle. Brennan, on a du monde qui arrive. On dirait que le public est là. Je les vois. Des connards de riches dans leur voiture de luxe, venus assister au spectacle. Combien de temps avant qu'une explosion n'illumine la porte principale comme un soleil miniature ? Le camion de Brennan fonçait dans l'entrée, arme à feu en feu, les flashs de ses canons clignotaient dans l'obscurité. Les sirènes hurlaient dans toute la propriété. Des projecteurs balayaient la route principale, à la recherche de menaces. Les gardes accoururent vers le chaos, criant dans leur radio, quittant leur poste pour riposter. Marcus bougea. Il dévala la pente en courant, profitant des ombres entre les bâtiments pour se mettre à couvert, son fusil prêt au contact. Le garde du bâtiment 7 regardait vers le chaos, son arme pointée dans la mauvaise direction, son attention rivée sur le spectacle de lumière de l'entrée principale. Marcus arriva derrière lui, silencieux comme la mort. Le garde se retourna juste au moment où Marcus enfonçait son couteau de combat entre les côtes de l'homme, pointant vers le cœur. Ils s'effondrèrent ensemble, le sang chaud ruisselant dans les aiguilles de pin. Marcus s'empara des clés et de la radio du garde, traînant le corps derrière le bâtiment où il ne serait pas retrouvé immédiatement. « Bâtiment 7 sécurisé », murmura-t-il dans sa radio. « Bien reçu. Je suis coincé, mais je les occupe. Dépêchez-vous. » Marcus déverrouilla la porte du bâtiment et entra. Mur de béton, néon bourdonnant au-dessus de leur tête, odeur de peur et de sang qui avait imprégné tout. 4 cages métalliques alignées contre le mur du fond, comme sorties d'un cauchemar. Sarah était assise dans la cage du fond, vivante mais les yeux creux, maigre comme un épouvantail. Ses cheveux étaient plus longs que dans ses souvenirs, emmêlés et sales, mais son regard exprimait toujours sa défiance après 2 ans d'enfer. Marcus, sa voix était à peine un murmure, comme si elle craignait de le faire disparaître en parlant trop fort. « Je suis là, Sarah. Je te sors de là. » Il tâtonna avec ses clés, les mains tremblantes de rage et de soulagement. La porte grillagée s'ouvrit brusquement. Sarah s'effondra dans ses bras, toute maigre et tremblante comme un oiseau brisé. Les autres, murmura-t-elle contre son épaule. Jessica, Claire, Megan, sauvez-les aussi. Marcus regarda les autres cages. 3 autres filles, les colocataires de Sarah à l'université, les yeux tout aussi creux mais vivantes aux survivantes de 2 ans en enfer. Tu peux courir ? Sarah hocha la tête, même si ses jambes tremblaient en se relevant. Ça fait 2 ans qu'on attend pour courir. Marcus libéra les autres filles et les aida à se tenir debout sur leurs jambes chancelantes. Elles se déplaçaient comme des poupées cassées, mais leurs yeux exprimaient la même défiance qu'ils voyaient chez Sarah. Sortie arrière, dit Marcus en vérifiant son fusil. Tiens-toi à couvert. Suis-moi. Ils parcoururent 50 mètres à découvert avant qu'un projecteur ne les repère. Une voix cria depuis le bâtiment principal, il s'enfuit. Des éclairs de canon illuminaient la nuit comme un feu d'artifice mortel. Marcus poussa les filles derrière une barrière de béton et riposta. Ses tirs étaient précis et contrôlés, chaque balle atteignant sa cible. 2 gardes se baissèrent.
3 autres se mirent à couvert derrière des véhicules. Sa radio grésilla, « Marcus, je suis touché. Je ne peux plus les retenir très longtemps. » 4 filles qui pouvaient à peine marcher. Un fusil. Un demi-kilomètre jusqu'au point d'extraction, en territoire hostile. Les calculs n'étaient pas bons, mais Marcus avait réussi à faire jouer les probabilités en Afghanistan contre des ennemis mieux entraînés. « Reste près de toi », dit-il à Sarah en vérifiant ses munitions. « On rentre ?» Des coups de feu éclatèrent dans le camp tandis que d'autres gardes intervenaient pour l'aider à s'échapper. Mais Sarah Cross n'était plus une victime. C'était une survivante, et son frère était venu la chercher. Marcus étendit un feu de couverture tandis que les filles couraient vers la lisière des arbres, son fusil crachant des rafales contrôlées qui envoyèrent les gardes se mettre à couvert. Les balles ricochèrent sur le béton, fendant l'air comme des frelons furieux. Il compta les éclairs de départ provenant de différentes positions, 6 tireurs répartis dans le complexe, peut-être plus dans les bâtiments. Trop nombreux pour un assaut frontal. Place à la guerre asymétrique. Bouge, cria-t-il en jetant la moitié d'un chargeur en position de garde. Sarah trébucha et se raccrocha contre une barrière en béton. Jessica aida Megan à se tenir debout quand ses jambes cédèrent. Claire attrapa le bras de Sarah lorsqu'elle vacilla. Les 4 filles se soutenaient mutuellement comme elles le faisaient depuis 2 ans, des survivantes prenant soin des survivantes. La radio dans la poche de Marcus crépitait de panique, toutes les unités convergent vers le bâtiment 7. Les sujets s'échappent. D'autres phares balayaient le complexe tandis que les véhicules fonçaient depuis les routes de patrouille, leurs moteurs vrombissant sur le gravier. Un projecteur les a braqués à mi-chemin des arbres. Sarah a hurlé tandis que le faisceau blanc les transformait en cible. Marcus plongea et la plaqua au sol tandis que les balles rongeaient le sol où elle se tenait. Des aiguilles de pin et de la terre explosèrent autour d'eux. « Vous avez touché ? » Continuez. Ils parcoururent les 20 derniers mètres jusqu'à la forêt à plat ventre, les balles claquaient au-dessus de leur tête, l'écorce des arbres se brisait tandis que les gardes tiraient à l'aveuglette dans l'obscurité. La radio de Marcus, Brennan, rapport. Des parasites. Brennan avait reçu une balle dans la jambe, toujours mobile mais saignait abondamment. « Où es-tu » murmura Marcus en aidant Sarah à se relever à l'abri des arbres. Les 4 filles le regardaient avec des yeux creux, comme si elles en avaient trop vu. Mais sous le traumatisme se cachait quelque chose de plus dur. Elles avaient survécu à 2 ans d'enfer. Elles ne se brisaient pas. « Jusqu'où » demanda Sarah, la voix plus ferme que ses jambes. « 1/4 de mile à travers la forêt. Tu y arriveras. On a tenu 2 ans. On peut faire encore 1/4 de mile. » Elles avançaient comme des fantômes dans la forêt, Marcus en tête, son fusil prêt. Derrière lui, les filles s'aidaient mutuellement à franchir les troncs tombés à travers les broussailles épaisses, en marchant prudemment pour éviter de casser les brindilles. Pas de paroles, pas de plaintes, juste le bruit de la respiration et des bottes sur les aiguilles de pin. Elles n'étaient plus des victimes. Elles étaient des soldats engagés dans leur propre guerre pour la survie. Une brindille craqua sur leur gauche, à une 50aine de mètres. Marcus leva le poing. Tous se figèrent, l'oreille tendue. À travers les arbres, une silhouette se déplaçait parallèlement à leur chemin, les traquant un mouvement professionnel, un espacement discipliné, quelqu'un qui savait traquer une proie en pleine nature. Marcus fit signe aux filles de rester tranquilles et se fondit dans l'ombre tel un prédateur. Le chasseur portait un fusil coûteux équipé d'une lunette thermique et des lunettes de vision nocturne dont le coût excédait celui de la plupart des gens en un mois. Un client fortuné qui avait probablement payé un supplément pour participer à la finale, le genre de salaud qui pensait pouvoir s'offrir le droit de chasser des étudiantes pour le sport. Marcus arriva derrière lui comme la mort elle-même. Le client ne l'entendit pas arriver, ne sentit pas le couteau se glisser entre ses côtes, pointant vers son cœur. Il tomba sans un bruit. Son équipement coûteux jonchait le sol de la forêt. Marcus traîna le corps dans les broussailles épaisses et prit sa lunette thermique et son équipement de vision nocturne. « Dégagez » murmura-t-il en retournant vers les filles. Ils atteignirent le point d'extraction tandis que le camion de Brennan remontait la voie de service au ralenti, un phare éteint,
de la vapeur s'échappant du radiateur. Le pare-brise était criblé de balles. Brennan sortit, la jambe gauche trempée de sang sous le genou, fusil à la main malgré sa blessure. Mais c'est le prisonnier que Danny avait capturé, Miguel Santos, le lieutenant du cartel qui dirigeait l'opération de transport, qui a fourni les détails qui ont révélé l'affaire. 23 conducteurs en 5 ans, a déclaré à Danny l'agent du FBI Patricia Voss, alors qu'ils étaient assis au bureau de Billings. Santos nous a donné des noms, des dates, des lieux d'inhumation. Certains ne s'en remettront jamais, mais au moins les familles sauront ce qui s'est passé. Danny fixait la carte accrochée au mur de la salle de conférence, marquée d'épingles rouges indiquant les lieux de sépulture du Montana, du Wyoming et des Dakota. Chaque épingle représentait une famille détruite, une vie terminée parce que quelqu'un refusait de transporter de la drogue. Et l'opération, demanda Danny. C'est vraiment fini? La cellule du Montana est terminée, mais elle faisait partie d'un réseau plus vaste qui s'étend du Mexique au Canada. Nous travaillons en coordination avec des agences de 6 États pour démanteler l'ensemble de l'organisation. Et les autres conducteurs, ceux qui ont coopéré. L'agent Voss consulta ses notes. La plupart ignoraient qu'ils transportaient de la drogue, remorques modifiées, compartiments cachés, menaces contre leur famille s'ils posaient des questions. Eux aussi étaient des victimes. Danny repensa au dernier enregistrement de Jake, « Ils savent où habite maman, où tu fais tes tournées. Ils nous surveillent. » La peur, c'est comme ça que l'opération fonctionnait depuis si longtemps. Maintenir les conducteurs dans la peur. Maintenir les familles menacées. Faire croire que la coopération est la seule façon de survivre. Que va-t-il se passer maintenant, demanda Danny. Santos et Brennan seront inculpés de multiples chefs d'accusation de meurtre, de trafic de drogue et de complot. Grâce aux preuves laissées par votre frère et à ce que nous avons découvert sur les lieux de sépulture, ils ne reverront plus jamais la lumière du jour. Et les familles, celles des autres victimes, auront enfin des réponses et une façon de tourner la page. Ton frère a sauvé beaucoup de vies en ripostant, Danny. S'il n'avait pas laissé ses preuves, cette opération serait peut-être encore en cours. Danny sortit du bâtiment du FBI dans la matinée du Montana, vide et épuisé. Jake était parti depuis 2 ans, mais au moins, Danny savait la vérité, son frère n'avait pas abandonné sa famille ni choisi de trafiquer de la drogue, il avait été une victime devenue un héros, mourant pour protéger d'autres personnes du même sort. Les funérailles ont eu lieu à Tyler, au Texas, où Jake avait vécu toute sa vie, à l'exception de ces derniers jours terribles dans le Montana. Toute la communauté des camionneurs était présente, des centaines de chauffeurs qui avaient connu Jake, travaillé avec lui et le respectaient comme l'un des leurs. Danny se tenait au bord de la tombe tandis que la dépouille de Jake était descendue dans le sol texan, enfin chez elle après 2 ans passés dans un ravin du Montana. Leur mère lui tenait le bras, le visage baigné de larmes, mais apaisé pour la première fois depuis la disparition de Jake. Il a sauvé tant de gens, murmura-t-elle. Toutes ces autres familles qui trouveront la réponse grâce à ce que Jake a fait. Danny hocha la tête, pensant aux lettres gravées sur la paroi du canyon. Même mourant, même brisé et seul, son frère avait pensé à Danny, lui laissant un message qui disait « J'étais là. Je me suis battu. Je n'ai pas abandonné. » Après la cérémonie, Danny a conduit son camion vers l'est sur l'Interstate 20, retournant aux sources qu'il connaissait, à la vie qu'il comprenait. Mais tout était différent maintenant. Chaque relais routier, chaque aire de repos, chaque conversation CB portait le souvenir du combat de Jake contre ceux qui s'en prenaient aux automobilistes. Sa radio crépitait, une voix familière retentissait. Breaker à 1-9, ici Smokestack Joe, je cherche Longhorn Danny. Tu es là, mon frère? Danny prit le micro. Je suis là, Joe. J'ai entendu parler du service. J'ai entendu parler de tout ce qu'ils ont découvert dans le Montana. Je voulais juste que tu saches que l'histoire de Jake se répand. Les automobilistes de tout le pays en parlent, de sa résistance. Peut-être que ça aidera les autres conducteurs à reconnaître les signes avant-coureurs et à rester en sécurité, dit Danny. Sa gorge se serra. Le sacrifice de Jake continuait de protéger les gens, de sauver des vies.
Joe, continue de faire passer le message. Raconte à tous les automobilistes ce qui est arrivé à Jake. Assure-toi qu'ils connaissent les panneaux. On fera l'affaire, mon frère, répondit Joe. Ton frère serait fier. Tu n'as pas abandonné, tout comme lui. Ça demande le même courage. La transmission s'arrêta, laissant Danny seul avec l'autoroute et ses souvenirs. Mais pour la première fois depuis 2 ans, les souvenirs ne lui faisaient pas mal, ils lui donnaient une force immense. Jake Rollins avait été assassiné pour avoir refusé de transporter de la drogue, mais son histoire, son combat, ses preuves, son message final gravé dans la pierre du Montana avait fait tomber tout un réseau criminel et sauvé d'innombrables autres conducteurs du même sort. C'était l'héritage d'un vrai camionneur, un homme qui préférait mourir plutôt que de trahir ses principes. Danny actionna une nouvelle fois son micro, diffusant sur le canal que chaque chauffeur écoutait, ici Longhorn Danny, avec un message pour tous les indépendants. Si on vous propose de l'argent facile pour une cargaison douteuse, pensez à Jake Rollins, rappelez-vous que certains prix sont exorbitants. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours des gens à l'écoute pour vous aider. Soyez prudents, conducteur. Jake voudrait que vous rentriez chez vous. Il posa le micro et roula vers l'est, à l'aube texane, portant en lui le souvenir et la mission de son frère. L'autoroute s'étendait devant lui, interminable et familière, peuplée de bons conducteurs accomplissant un travail honnête. Jake était enfin en paix, et Danny avait une mission à accomplir, assurer la sécurité des autres conducteurs, perpétuer l'histoire de Jake, s'assurer qu'aucune famille n'ait à se demander ce qui était arrivé à son frère pendant 2 longues années. Le semi-remorque roulait dans la lumière matinale, son antenne CB pointée vers le ciel comme une prière, comme une promesse, comme un espoir qui ne meurt jamais.